T'as vu la glycine, si elle est belle? Voilà, avec permission, je cueille un muguet. On va, je vais vous en payer. Non, Vous pouvez y aller. Pour le 1er mai, Charlotte. Eh oui. Oh, est-ce qu'on c'est nous qui... Eh bien, ils n'étaient pas mûrs tous les ans au 1er mai, hein. Donc il y a un réchauffement global. Je vous remercie, c'est gentil. Tu vois, René, il y a plus d'arbres fruitiers, j'ai l'impression, Ouais. de l'autre côté, cerisier. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. René, Ah ben, le 1er mai quand la même. senteur du muguet. Je suis né le 13 mars 1904 à l'adresse de 16 allée Saint-Roch à Cambrai, département du Nord. Ça te mètres. Évidemment, je peux faire plus précis avec une corde. Parce qu'une corde, le mètre, c'est comme ça. Du bout du nez jusqu'au bout du doigt. Mon père était un fils de paysan qui avait été instituteur rural pendant 7 ans, qui ensuite a fait des études d'agronomie en Bretagne. Était originaire des Ardennes. Du village de Rubécourt, à 6 km, 7 km à l'est de Sedan, donc pas loin de la frontière belge, pas loin de la forêt des Ardennes. Mon père avait fils de paysan des Ardennes. 3 fils dans la famille, on ne peut pas couper la ferme en 3, donc il fallait qu'il y en ait un qui s'en aille. Et c'est mon père qui a pu faire le premier cycle du secondaire, aller jusqu'au brevet élémentaire et entrer à l'école normale. Sorti du village, tu vois, les villages avaient leur carte postale. Sorti du village vers Sedan. Et voilà la place avec un attelage de la Maison du Mont, sûrement, là. Voilà, Je sais pas si- un attelage de chevaux. Et derrière, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est un caisson de la guerre de 14. Un caisson de la guerre de 14. Le 2 août 1914, j'étais donc en vacances, comme les autres années, dans le village de mon père, chez mes oncles et mes tantes. J'étais sur la colline de Moïmont, qui domine Rubécourt. Bon, j'étais ici à faire la moisson avec l'oncle Charles. On avait passé la moissonneuse lieuse, il n'y a pas de moissonneuse batteuse, évidemment, et on était en train de dresser les gerbes en moyettes de 10 gerbes. Une au milieu, à droite, à gauche, de l'autre côté, les angles, et une pour coiffer. Et sur cette colline, on domine au moins 17 clochers de tous les villages environnants, et on entend ces 17 clochers. À 3 heures de l'après-midi, les 17 clochers ont sonné, et on savait que quand ils sonneraient, c'était la mobilisation générale. Alors moi, j'avais 10 ans et demi. Oh, je dis à mon oncle, je ne sais plus comment j'ai dit, mais enfin, la guerre, la guerre. Mon oncle m'a regardé et il m'a dit, tais-toi, la guerre, c'est l'assassinat des paysans. Alors nous retournons de Rubécourt à Arras, et nous retournons sur une plateforme de wagons de marchandises, simplement une simple plateforme, assis sur la plateforme. Alors bon, les Allemands sont là, et pour nous, à la fin de toute, la guerre était terminée. L'armée française en déroute, l'armée allemande au garde à vous, et pour moi, ils allaient aller, pour nous, ils allaient jusqu'aux Pyrénées. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et le front s'établit à 800 mètres du collège. Derrière la gare, ouverture des classes dans toute la France, et ma mère reçoit un télégramme du ministère de l'Instruction publique. S'il se présente une élève, vous ouvrez le collège. Se présente une élève, mais une seule, et ma mère lui dit, retourne chez toi, je ne t'ai pas vu, ne dis à personne que tu es venu. D'accord avec les autorités militaires, elle ferme le collège, et voici que ma mère, 3 professeurs et 3 surveillantes, 3 pionnes, sont 7 enfermés là, le front est là, on commence à bombarder la ville d'Arras. Alors ça faisait 7 femmes qui tricotaient dans la cave, on avait acheté toute la laine à tricoter des magasins d'Arras, des chandails, on disait pas des poules à l'époque, pour les soldats qui étaient dans les tranchées, en tenue d'été, au mois d'octobre, il y avait froid. Et nous les gosses, on partait dans les boyaux, porter jusqu'en première ligne, les chandails, mon frère et moi, dans les tranchées. Et une fois, en revenant, les mitrailleuses allemandes se sont mises à tirer. Moi, j'étais dans un boyau qui était pas plus haut que ça, et pas épais. J'étais le ventre à plat dans la boue glacée, mais je savais bien qu'il fallait, s'il y avait quelque chose qui dépassait, c'était seulement les fesses. J'avais compris ça. À 10 ans et demi, j'avais compris ça. Bon, les grands blessés arrivent, l'hôpital militaire est vite plein, on en reçoit quelques-uns au collège. Et alors bon, ils sont arrivés, puis finalement, il y en a qui ont hurlé toute la nuit, qui sont morts à l'aube, et j'ai entendu le hurlement, et j'ai su qu'ils étaient morts à l'aube. 10 ou 11 octobre 1914, j'ai décidé que la guerre, c'était d'abord un massacre. Le reste,
C'était d'abord un massacre. Alors je pars à Flécusy, où mes oncles de Rubécourt-Ardennes étaient partis en exode, les chariots, les juments attelant les chariots, les poulains suivant les juments sur le côté de la route, et ils sont partis d'abord avec le troupeau de vaches laitières. Oh, troupeau de vaches laitières, après un jour exténué, on l'a vendu à l'armée française, qui a mangé toutes nos bonnes vaches laitières. Bon, 40 jours d'exode avec les chariots et les meubles sur le chariot. Quand ils sont passés à Flécusy, à mi-chemin entre Clamecy et Corbigny dans la Nièvre, le maire de Flécusy s'est mis en travers de la route et dit, voyez-vous, bon, ben, elle n'est pas plus loin. Il y a ici des maisons de paysans abandonnés, ils sont en bon état, moi je vous lâche tous. Et j'ai été, alors, pendant les vacances 1915, 16, 17, 18, ça fait 4 vacances scolaires, à Flécusy, j'étais bouvier, j'étais toucheur de bœufs, j'étais conducteur de troupeaux, de bœufs, de moutons. Quand avec mon frère, on avait un troupeau de 200 moutons sur la route, moi j'étais devant, et lui était derrière. Et moi devant, j'avais soif, parce que je ne cessais pas d'appeler les moutons. Je sais encore le faire. Adolphe Gautier avait été député socialiste de Clamecy de 1910 à 1914. Aux élections de 14, il a été battu. Mais il était resté maire de Flécusy, et c'était un militant socialiste qui a vu arriver ce garçon, et il appelait ce garçon en amitié. J'avais donc là 11 ans et demi, et il m'a expliqué. Il a pris une canne, et sur la terre, il a tracé le passage du communisme primitif à la propriété privée, et chacun a une petite parcelle. Et puis alors il y a le gros qui commence à acheter la parcelle du petit, puis il met à son service. Enfin, un cours de socialisme. Et puis quelques mots sur la religion qui ont été très clairs. 3 semaines après ma première communion, j'avais compris que tout ça c'était des légendes. Il était marchand de bois, et j'ai chargé avec lui des wagons de troncs de noyer. Et il m'a montré que ces wagons de troncs de noyer étaient expédiés en Suisse. Et il m'a expliqué que toutes les crosses de fusil allemands étaient en troncs de noyer. Les Allemands ne croyaient pas à d'autres bois que pour la crosse de fusil, c'était le meilleur bois. Un bois solide, le bois de noyer. Mais ils n'ont pas de noyer en Allemagne. Alors, ils ont acheté, pendant toute la guerre, des noyers du centre de la France. Adolphe Gautier était un des fournisseurs de l'armée allemande, évidemment, qui vendait à un négociant suisse. Mon frère était jardinier. Moi, j'étais ramasseur de crottins et éleveur de lapins. J'ai eu jusqu'à 50 lapins, et le dimanche, à l'âge de 12 ans, je tuais moi-même le lapin, je le dépouillais. Je ne suis plus capable de tuer un lapin aujourd'hui, mais à ce temps-là, j'en étais capable. Et je vendais ma peau de lapin en marchand de peau de lapin. Peau de lapin, métaux, chiffon, criait-il. Et je n'ai pas oublié que j'ai vendu la peau de lapin à 0 francs 10 en 1915 et à 0 francs 65 en 1918. Fin 18, début 19. Et j'ai regardé ensuite la courbe d'inflation et de dévaluation du franc. Eh bien, ma courbe correspond. En 1919, quand vous arrivez à Montargis, vous avez 15 ans. Et vous vous faites remarquer au collège de garçons en portant l'insigne de la Révolution russe, la faucille et le marteau. Jusqu'au jour où mes amis anarchistes de Montargis, j'avais déjà contacté le sabotier marié à l'institutrice Georges Beaudenot, qui a fait un livre d'ailleurs, que je n'ai pas effacé, une autobiographie, m'a appris qu'il avait reçu par les anards de Paris des renseignements sur le massacre des anarchistes d'Ukraine, de Makhno, Bon, alors j'ai compris, j'ai fait mon retour de l'URSS en 1920 probablement. Quelque part dans l'année 1920, je ne peux pas exactement dire le temps. Bon. L'armée de Makhno, c'était aussi des paysans. C'était des paysans, et c'était des Ukrainiens qui étaient contre les Russes, et des paysans qui étaient contre le pouvoir des bolcheviks, qui était un pouvoir installé en ville, et qui se révélait un pouvoir dictatorial. Après la fondation du Parti communiste chinois à Shanghai en 1921, les étudiants chinois présents à Montargis sont invités à créer un cercle d'études marxistes. Le principal du collège recule horrifié. Le marxisme était l'homme au couteau entre les dents. Sur tous les murs de France, il y avait l'affiche du Bloc national avec le bolchevique, l'homme au couteau entre les dents. Alors les garçons se retournent vers les filles, se retournent vers ma mère. Ma mère n'avait pas de grande connaissance en marxisme, mais principe laïque, tolérance libérale, pas de doute. Vous êtes nous autres, les Chinois, les filles
et les garçons étaient les autres. Vous êtes nos hôtes, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que le premier cercle d'études marxistes fondé hors de Chine, dans le monde entier, record mondial, Montargis. En 1921, vous soutenez la grande grève des cheminots et vous chantez l'Internationale. Et à ce moment-là, on chantait encore le 4e couplet de l'Internationale. Et s'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront que nos balles sont pour nos propres généraux. Ce 4e couplet a disparu de tous les pays de l'Est. Dès que les communistes ont pris le pouvoir, le 4e couplet a été évidemment interdit, on le comprend. Et en 1922, je passe le concours d'entrée à l'Institut national agronomique et je suis reçu. Et donc j'entre en octobre dans cette maison et j'entre ici. Mon siège, j'avais toujours le même siège, et là, juste derrière, au 3e rang. Ça, c'est mon premier écrit. En 1923, j'étais élève à l'Institut national agronomique de Paris, et de tradition, dans cette école, entre la première et la 2e année, il y a 2 mois de vacances, les grandes vacances, on doit les passer dans une exploitation agricole et faire un rapport là-dessus. Le protectorat du Maroc a offert le voyage à 10 élèves de l'agro, parce qu'il voulait d'abord que nous connaissions le Maroc, et ensuite il espérait que certains d'entre nous seraient ou colons ou fonctionnaires des cadres de l'agriculture du Maroc. La ferme expérimentale, comment ça s'appelle? Aïn Kadoun. Aïn Kadoun, près de Fès. Alors, il commence son introduction en disant « Il suffit d'un court séjour au Maroc pour se rendre compte que c'est encore pour longtemps un pays avant tout agricole. Son avenir économique tout entier est lié au développement de l'agriculture. » Alors, bon, ensuite il dit « Or, souvent, à la tradition, l'indigène ne se sert que d'instruments primitifs et ne connaît que de méthodes archaïques. Égratignant à peine le sol de son arrière, ignorant le herçage, le fumier, laissant pourrir sa paille sur le champ, faisant dépiquer sa récolte ainsi souillée par les excréments de ses animaux, ignorant les machines agricoles qui supplieraient une main-d'œuvre insuffisante pour mettre en valeur une grande partie de son territoire, il pratique une culture essentiellement extensive. » Là, c'est l'agriculteur formé dans le nord de la France, à Cambrai avec mon père. Évidemment, j'arrive à un niveau d'agriculture totalement différent. Ouais. Donc je commence par le signaler. Et vous utilisez le vocabulaire de l'époque, l'indigène, naturellement. Les cultures primitives. Un peu plus loin, je dirais le fella quand même. Je prendrais le mot. Là, c'est le premier jour, là. C'est le jour de l'arrivée. Ça a été écrit le lendemain de l'arrivée. Donc j'emploie le terme indigène. Un peu plus loin apparaîtra certains mots arabes, notamment le mot fella. De même qu'en Indochine, je travaillais pour les Nyakwe. 2 mots signifiant le mot paysan en France. Alors nous avions le droit d'emprunter les chevaux de la ferme, le dimanche notamment, et j'allais chaque dimanche dans la vieille ville de Fès, dans la médina de Fès, sur mon cheval, et je l'accrochais ensuite. Et quand je suis revenu en 1938, je suis passé à Fès en 1938, et je suis allé dans la médina, et il y a un homme qui m'a un peu reconnu, mais pas complètement. Il m'a dit, vous savez, il est venu en 1923, un jeune homme qui venait à cheval. Il nous a parlé comme si nous étions des hommes. Alors je vais parler. Il m'a dit, venez de la ferme expérimentale. Ah, je dis, bon, ça va. Alors c'est moi. Alors 15 ans après, qu'on se soit rappelé de mon passage, et que je leur parlais comme s'ils étaient des hommes, et non pas des indigènes, comme je l'ai écrit le jour de l'arrivée. Vous les avez relus, Charlotte, Moi, je commence à les lire, là, parce que j'ai pas le temps de tout relire ça, et ça m'intéresse parce qu'il y a des petites choses que je vois qui était sa préoccupation à cette époque-là, qu'il l'est encore comme bien faire le fumier. Là. Moi, ça m'amuse parce qu'en Afrique encore, il dit aux gens, il faut bien faire un tas de fumier, mais là, il a fait le dessin d'un tas de fumier, comment il fallait le bâtir. Alors je me dis, il reste que le mettre à l'ombre comme ça. Le mettre à l'ombre, l'arroser. Il s'est manifesté devant ma promotion à l'agro. Il a ouvert la porte de l'amphi pendant que M. Coupon nous parlait de machines agricoles et il a dit « Qu'est-ce qu'un rasoir Coupon ?» J'étais un élève turbulent, j'étais un élève réagissant, j'étais un élève, à l'occasion quand le cours ne valait rien, un élève chahuteur. Tu as jeté une bombe à eau au pied de l'amphi, au pied du bureau du commandant Gilles, qui
commandait la préparation militaire à l'agro. Supérieur, Oui. PMS. Il y a une citation que j'ai relevée dans votre dernier livre. Vous dites « Élève à l'agro de Paris, j'espérais qu'elle ait triomphé dans le monde, étape par étape, les idées des Lumières, celles de la raison, de la science et de la morale laïque. » Alors, est-ce que c'est ce qui s'est passé lorsque vous êtes entré dans cette école? Enfin, dans cette école, nous étions quelques-uns à défendre cette morale laïque, mais une minorité. On a même mesuré cette minorité le jour où j'ai lancé des bombes à eau sur le commandant de la préparation militaire, là, juste derrière. Il y a, sur 90 que nous étions dans la promotion, il y en a 9 qui m'ont soutenu. Ça vous a valu quand même pas mal d'ennuis. Ça m'a valu d'être affecté au 28e régiment de dragons à Metz, un régiment à demi-disciplinaire. Et pendant 18 mois, dans ce régiment, je me suis battu contre l'institution militaire. J'étais d'abord porté malade, alors j'ai passé 3 mois au Val-de-Grâce à Paris, avec la complicité d'un médecin du Val-de-Grâce. Je jouais le rôle de son secrétaire, si on veut. Ensuite, je suis retourné à Metz, au 28e Dragon, et j'avais raté l'école d'officier, naturellement. J'avais tout fait pour le rater, alors j'étais à l'école des sous-officiers, que j'ai raté aussi, et j'ai terminé comme 2e classe, après 18 mois de service, affecté à l'infirmerie des chevaux, où on mettait les pauvres d'esprit, les malheureux paysans un peu pauvres d'esprit, dont tout le monde se moquait, alors on les mettait à l'écart pour ne pas qu'on se moque d'eux, et j'étais avec eux, dans les pauvres d'esprit. Le service militaire m'avait démoli, et j'avais perdu, comment dirais-je, j'avais perdu l'équilibre mental. J'avais fait mon service militaire parce que c'était la condition absolue pour être recruté dans le corps des agronomes coloniaux. Et je voulais aller en Indochine, à la porte de la Chine, donc. Et en octobre 1927, je suis rentré à l'Institut national d'agronomie coloniale de Nogent-sur-Marne, dont les bâtiments existent encore, et j'habite maintenant tout près de cela. Il y avait une pagode pour les morts indochinois de la guerre 14-18, il y avait des monuments pour les diverses armées coloniales, et je suis donc parti en Indochine. J'arrive au Tonkin, un jour un peu comme aujourd'hui, il y a une brume, puis une brume qui tombait. Oh, la colonie, c'est pas beau. Bon, enfin, je traverse la rivière, j'arrive à Hanoï, où après l'hôtel, je cherche une maison en quartier indigène. J'étais le seul Européen habitant à côté de la citadelle, mais en quartier indigène. Je suis affecté au service agricole du Tonkin. Le patron du service agricole du Tonkin était M. Bremer, je n'ai pas oublié son nom. Et il me voit arriver, on cause, il me reçoit gentiment, Dumont, bonjour, tout ça, vous entrez chez nous, mais vous savez, il y a un problème. On m'a dit de vous affecter à la culture du riz, mais comme depuis 30 ans on n'a rien fait sur le riz, ça m'embêterait que vous fassiez des travaux qui soulignent le fait que pendant 30 ans on n'a rien fait. Alors, bon, bah, vous viendrez ici, vous irez voir de temps en temps les petites stations comme ça, vous vous promènerez un petit peu, puis vous irez lire le journal, vous irez vous promener, vous irez... Bon. Le jour où l'inspecteur général rentre, je demande un rendez-vous à monsieur l'inspecteur général. Dumont, vous venez tout de suite, d'accord? Et je dis, monsieur l'inspecteur général, je viens vous présenter ma démission, je rentre en France. Comment? Je dis oui. Voilà ce qu'on m'a dit au service agricole. Alors moi, je ne suis pas venu ici pour ça. Alors je rentre en France, si vous me permettez. Il dit, Dumont, dites donc, vous me donnez quelques jours. Ah, je dis, monsieur l'inspecteur général, je vous fais confiance, je ne ferai rien sans... Bon, alors donnez-moi quelques jours. Le lendemain, j'étais nommé chef de service, chargé du riz. J'étais mon patron au bout de 3 semaines de mon arrivée. Et j'apprends que le salaire pour les ouvriers, c'était au mois de mars-avril 1929, c'était 3 bols de riz par jour. Un bol le matin, un bol à midi, un bol le soir. C'est-à-dire de quoi manger très simplement, mais pas autre chose. Ah, alors tout de suite, il y a eu une protestation des ouvriers qui ont demandé le droit d'emporter le 3e bol à la maison pour la femme et les enfants. Et le grand propriétaire a dit non, si vous ne mangez pas le 3e bol, demain vous serez moins costaud, vous travaillerez moins. On traversait des villages, les paysans, des villages surpeuplés, il y a du monde sur la route, et le monde ne se garait pas assez vite au gré de mon chauffeur, l'agronome colonial français, alors il avait une cravache, et quand les gars ne s'étaient pas garés assez vite, il sortait sa cravache et il tapait dessus, sur les gosses, sur les femmes, à coups de cravache. Bon, il a fait ça au premier village traversé. Après le village
On est passé, je regardais à droite, à gauche, j'ai vu un bel étang. J'ai pris la cravache qu'il avait posée imprudemment, il l'avait lâché, il l'avait posée entre lui et moi, parce que j'étais tous les deux à l'avant. J'ai pris la cravache, zzz, au milieu de l'étang. Histoire sa parole, il n'a pas dit un mot, j'ai pas dit un mot. On a continué. Il y avait une révolte paysanne, j'étais à l'hôtel de Vigne, quelques chambres. Mon voisin de chambre, adjudant-chef de la Légion étrangère, coloniale. Un soir, revient la figure décomposée, m'a dit, Monsieur Dumont, on mangeait ensemble, on se causait. Un adjudant, on se causait, des voisins, quand même. J'ai perdu aujourd'hui mon honneur de militaire. J'ai dû, sur ordre, tirer avec ma mitrailleuse sur une colonne de paysans désarmés. Un militaire qui se respecte ne tire pas sur des paysans désarmés. On m'a dit qu'il s'était suicidé quelque temps après, je ne suis pas sûr, on l'a dit. Bon, ben j'ai compris. Septembre 31, j'ai dit je rentre, je ne peux plus rester. Vous êtes de quel pays, monsieur? Moi, du Vietnam. Oui. J'ai été travailler au Vietnam de 1929 à 1932. 32? 29-32, j'étais agronome à Hanoï. Ah non? Et j'ai fait un livre qui s'appelle La culture du riz dans le delta du Tonkin. Oh là là, 39? 29, 39. Oh, j'étais gamin encore. Ah oui, moi j'avais 25 ans. Mon premier livre, La culture du riz au delta du Tonkin, a été une réhabilitation des techniques traditionnelles de culture du riz au Tonkin. Quand je suis arrivé en 1929 à Hanoï, on m'a dit, les Anamites, comme on les appelait, n'y connaissent rien, nous on va leur apprendre tout. Alors moi j'ai répondu que les Anamites étaient là depuis 2000 ans, qu'ils étaient encore vivants, qu'ils étaient très nombreux, que apparemment ils devaient savoir quelque chose pour être restés pendant 2000 ans si nombreux. Et alors j'ai étudié, j'ai évidemment fait l'éloge, la réhabilitation si l'on peut dire. Alors René Dumont, vous avez 30 ans quand vous arrivez dans cette maison, environ. C'est en quelle année? Eh bien c'est en 1933, j'avais donc 29 ans. Et alors dans votre attitude comme ça, vous étiez assis comme aujourd'hui par exemple sur le bureau? Pas peut-être le premier jour, non. Pas peut-être la première année, non. Non, ceci a pris quelques années pour que je prenne cette attitude qui me rapproche de l'auditoire. Non, j'étais assis derrière la tribune, mais, comment dirais-je, j'avais grande attention de faire des gestes et de monter et de descendre l'intensité de la voix. Alors c'est presque du théâtre. C'est presque du théâtre, et j'avais d'ailleurs été suivre Charles Dulin à l'atelier, suivre Louis Jouvet, suivre les deux Pitoëf, Georges et Ludmilla Pitoëf. J'estimais qu'il fallait apprendre un métier de professeur qui, tout de même, est un métier devant un auditoire, donc il y a un certain caractère de comédien dans ce métier. Figurez-vous, moi j'avais 10 ans, j'étais au collège de jeunes filles d'Arras, ma mère directrice, j'apprenais à jouer aux billes aux filles. Je leur raflais toutes leurs billes en 5 minutes. Il fallait bien que je leur en rende pour que le jeu continue. Ben, c'est ça l'aide au tiers-monde. On leur rend des billes pour que le jeu continue. C'est ça le FMI, c'est ça le... Bon, entre nous, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce que faisait Dumont, effectivement, tranchait avec tout ce qu'on faisait d'autre, parce que Dumont parcourait déjà la France dans ses provinces, le monde dans ses différentes parties, et il nous parlait de l'agriculture telle qu'elle existait, telle qu'elle était en train de se transformer, etc. Et pour moi, qui étais fils d'agriculteur et d'artisan, enfin j'avais un professeur qui avait l'air de savoir comment s'était fait en réalité l'agriculture. Et en février 1934, le bulletin de l'Association générale des producteurs de blé, numéro de février 1934, je n'ai pas oublié la date, dit, ben voilà, il y a trop de riz d'Indochine qui arrive ici en France, à trop bon marché. Alors, cela concurrence nos céréales secondaires qui servent d'aliment du bétail, et il faudrait réduire cette arrivée de riz d'Indochine en France. Alors c'est très simple, il suffit d'acheter 500 000 tonnes de riz sur le marché de Saïgon, on ne disait pas à l'époque Ho Chi Minh Ville, naturellement, et on le noiera en mer de Chine. Alors évidemment, moi qui revenais d'Indochine, moi qui avais vu les gens ayant faim en Indochine, cette idée d'aller acheter 500 000 tonnes de riz pour les noyer, évidemment, était pour moi une idée révoltante. Et je me suis dit, maintenant, il faut que je fasse un livre là-dessus, il ne faut pas que j'accepte ça.
Et c'est là que j'ai commencé à écrire Misère aux prospérités paysannes, en liaison avec le groupe de Jacques Duboin, l'économie distributive. L'approche paysanne n'exclut pas l'approche économiste, mais que diable, pourvu que l'approche économiste n'exclut pas l'approche paysanne. Elles doivent être complémentaires. Ça fait partie de notre culture et de notre civilisation. Nous ne sommes pas un continent de grands espaces, nous sommes un continent de petits espaces, et cela exige ce lien que je disais tout à l'heure. Pour l'économiste borné, la terre, c'est 15 000 francs l'hectare. Pour le paysan d'Afrique, le chef de terre des Kirdis, dans le Nord Cameroun, la terre appartient à nos ancêtres, elle appartient à tout le monde qui la cultive, et la terre appartient aux petits-enfants de nos petits-enfants, pour qui nous avons l'obligation de la laisser en bon état. Ces gens-là, on les appelle sauvages, hein, quelquefois, ces gens qui respectent la terre à ce point-là. Et est-ce que vous estimez que l'agronome a une responsabilité? Ah ben diable, l'agronome est détenteur d'un savoir, ce savoir, à l'usage de qui il s'en sert? S'il s'en sert à l'usage d'un système économique dominant qui continue à écraser les pays pauvres et les pauvres des pays riches et à profiter aux riches, évidemment, je ne suis pas d'accord avec. Donc, très vite, j'ai pris position, une position politique. D'ailleurs, rentrant d'Indochine en 1933, j'avais adhéré au Parti socialiste, section de Montargis. Mais j'y défendais des thèses anticolonialistes qui n'étaient pas acceptées par les lignes, les grands chefs du parti. Et j'ai dû quitter assez vite le Parti socialiste au bout d'un an. En 1937, Georges Monnet, ministre socialiste de l'Agriculture, avec qui j'avais eu quelques rencontres, m'a appelé à son cabinet. Et je n'ai pas refusé d'aller travailler au cabinet de Georges Monnet. Je n'ai jamais refusé un poste où on pouvait avoir une certaine action. Alors, l'année d'avant, on a fait quelque chose d'important, on avait fait l'office du blé. On avait, en somme, organisé le marché du blé, au lieu de le laisser au libre jeu de l'offre et de la demande. Et l'office du blé, nous en étions très fiers. Moi aussi, j'en étais fier jusqu'au jour où, en 1938, un an après, mon passage au cabinet, j'arrive chez un paysan qui fait du reblochon à Saint-Nicolas-la-Chapelle, près de Flumet, qui n'est pas loin de Megève. Le pays du reblochon. J'avais loué une chambre pour un mois, mais le paysan ne parlait pas. Bonjour, bonjour. J'ai insisté pour le faire parler. Alors un bonjour, il me dit, quand est-ce que vous autres, à Paris, vous ferez baisser le prix du blé? Ah, mais je dis, mais c'est important ça, qu'est-ce qu'il me raconte là? J'avais fait l'étude de sa ferme. Autrefois, il faisait des céréales, des fourrages et du lait, mais il avait abandonné les céréales, il ne faisait plus que du lait. Mais il était acheteur de farine. Je savais qu'il faisait son pain, mais il achetait la farine. Son gros budget, c'était la farine. Nous avions augmenté le prix de la farine sans toucher au prix du lait, et même le prix du lait avait baissé. On avait travaillé pour les cultivateurs, les agriculteurs, les gros fermiers de la Beauce et de la Brie et de la Champagne, contre les pauvres agriculteurs de la montagne. J'ai raconté ça à mes élèves en revenant ici, en leur disant quand même, quand je pense qu'il a fallu que j'aille chez un paysan pour comprendre ça, j'aurais dû le comprendre avant. Là, il y a une citation que vous reprenez dans un de vos livres de Bertrand Russell qui dit « Aucun des mots que l'on veut éviter par la guerre n'est pas un seul des mots que l'on veut éviter par la guerre. » Dites-le, puisque vous le... Pas un seul des mots qu'on veut éviter par la guerre n'est un mal plus grand que la guerre elle-même. La Patrie humaine, journal des combattants de la paix que nous étions, l'organisation pacifiste, Félicien Chalet, le pasteur Rosaire, oui, Robert Jospin, le père de Lionel Jospin, était un des grands, peut-être même l'orateur le plus, comment dirais-je, la voix la plus puissante. T'as une voix forte, vas-y, tu vas les dompter peut-être. Alors oh. Excusez-moi. Non, ce n'est qu'un souvenir vocal. Alors j'ai pris la parole. J'ai pu faire une conférence pacifiste le 16 juin 1939 à Francfort-sur-le-Main. Et les jeunes Allemands m'ont bien dit qu'ils ne pouvaient rien faire contre la guerre. Ils ne pouvaient pas faire un mouvement pacifiste comme nous le faisions en France, malgré Munich. Et à la fin de la conférence, j'ai dit oui, je vous comprends, il y avait 200 Allemands devant moi. Je comprends que vous ne pouvez rien faire, donc la guerre aura lieu. Cette ville de Francfort sera détruite. Et la moitié d'entre vous mourront à la guerre.
Puis je regarde, je dis, est-ce que je vais être mis en prison? Non, j'ai pu aller jusqu'à Dresde. Est-ce que, comme disait Jean Giono, la seule façon de défendre la paix, c'est de refuser toutes les guerres? Ben, c'est ce que nous avons fait, Jean Giono et moi. Et je vous signale que pendant la guerre en 1942, j'ai été voir Jean Giono à Manosque et nous avons discuté de ces problèmes. Au moment où on considérait Jean Giono comme presque un collaborateur, ce qu'il n'était pas. Alors, je suis parti avec un pot de confiture et un pot de miel. Évidemment, comme instrument militaire, j'étais affecté à un régiment régional de travailleurs. Et finalement, on était affecté à Feigny, la gare où le train de Paris-Bruxelles franchit la frontière, juste la frontière belge. Et bon, on avait reçu 4 chevaux, mais on n'avait pas reçu la musette mangeoire pour mettre l'avoine et que les chevaux puissent manger leur avoine intégralement. Alors on foutait l'avoine par terre dans la boue, un cheval ne mange jamais un grain d'avoine qui a touché la boue. Alors j'ai dit au commandant, mais il y a une menuiserie en face abandonnée, les gars étaient partis, avec 3 planches, hein, on fait une espèce de mangeoire, hein, on met l'avoine dedans, et au moins nos chevaux mangeront toute l'avoine. Alors il m'a dit, mais est-ce que vous êtes chargé des chevaux? Ben, je dis non, puisque je suis le seul agro ici, on ne m'a pas chargé des chevaux.